Bonjour Bernard Beltente. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'EM Lyon et vous avez écrit Éducation, dernière frontière avant le monde aux éditions Erol, collection L'instant qui suit. Dans une précédente interview, vous nous avez expliqué pourquoi le modèle éducatif français était questionné par les transformations aujourd'hui en cours. Vous nous avez présenté des solutions pour l'améliorer, justement, le transformer. On va parler de l'évolution du rôle de l'enseignant dans ce contexte. J'ai relevé notamment cette phrase un petit peu choc dans votre livre. On connaît votre ton habituel, Bernard Beltente. L'éducation numérique impacte la légitimité de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? L'enseignant, il est en train de se faire ubériser? Alors moi, je suis absolument convaincu que l'enseignant est en train de se faire ubériser. Alors qu'est-ce que ça veut dire se faire ubériser? C'est-à-dire que là où vous étiez dans une fonction, il se trouve que la technologie, ou l'intelligence artificielle, ou des nouveaux processus de mise sur le marché sont en train de vous mettre sur le côté. Qu'est-ce que ça voulait dire? L'enseignant, et je pense en particulier sur l'enseignant de l'enseignement supérieur, où on avait des personnes extrêmement impliquées dans leurs travaux de recherche, dans la diffusion de leur savoir. C'est vrai aussi sur l'enseignement secondaire, c'est vrai aussi avec l'enseignement primaire, où vous avez cet instituteur qui rassemblait sa classe et qui donnait le savoir. Aujourd'hui, n'importe lequel des étudiants, n'importe lequel des enfants d'une école primaire va aller sur son smartphone, sur sa tablette et a accès immédiatement à l'ensemble du savoir. Donc, vous avez bien la fonction même de diffuseur du savoir est véritablement questionnée. Et je vais même plus loin. À un moment donné, la fonction de producteur du savoir pour les gens qui font de la recherche, quand on voit le développement de l'intelligence artificielle, quand on voit le développement de toutes les nouvelles formes de production de données scientifiques, est également questionné. Mais alors comment est-ce que l'enseignant peut restaurer de la valeur, peut retrouver une légitimité? Par quels moyens est-ce que ça passe? Alors je crois qu'il faut avoir la curiosité de dire de quelle fonction avons-nous besoin pour accompagner des enfants, des étudiants, des personnes en entreprise dans leur transformation. Parce que je crois que c'est ça qui est important. Le savoir, ils peuvent l'avoir, on peut leur aider rapidement de le caler bien comme il faut, mais comment on va les transformer pour qu'ils puissent travailler dans la société? Et à ce moment-là, apprendre à ce qu'on va faire de ce savoir, justement. De ce qu'on va faire de ce savoir, bien évidemment, et comment à partir de là, eh bien, on va les accompagner. Et comment on va les accompagner avec plusieurs types d'enseignants. Vous allez avoir bien évidemment l'enseignant producteur de recherche, producteur de savoir, qui va mettre en perspective, mais qui, lui, sera quelqu'un qui apportera du fond. Puis vous aurez aussi des enseignants qui seront des e-tuteurs, si je peux dire m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qui vont suivre les progressions sur les différentes bases d'apprentissage des étudiants, qui vont répondre aux différentes questions. Puis vous aurez aussi des enseignants qui vont accompagner les étudiants dans leur pratique professionnelle. Oh, après tout, on n'invente pas grand-chose. Mais vous relevez quand même que ce qui va se passer, c'est une fragmentation des métiers de l'éducation. On est en plein dedans. Parce que nous allons avoir des gens qui vont faire de la recherche et qui vont faire de l'approfondissement. Nous allons avoir des gens qui vont faire du suivi sur du e-learning. Nous allons avoir des gens qui vont accompagner sur l'action. Et nous allons avoir ensuite des gens qui vont accompagner dans le développement professionnel. C'est cette fragmentation qui va se passer. Mais pourquoi est-ce que vous disiez qu'on était déjà peu ou prou dans le même système avant? Oh, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Permettez-moi juste de faire référence aux compagnons du Tour de France, au Moyen-Âge. Quand vous étiez jeune compagnon, on ne vous imposait pas un emploi du temps. On ne vous imposait pas d'arriver à un diplôme en un laps de temps donné. Et vous faisiez votre Tour de France, soit votre Tour d'Europe. Et vous alliez chercher tel maître qui vous apprenait à faire ou qui vous apprenait à réfléchir. On vous donnait le livre, aujourd'hui c'est numérique, on vous donnait, et vous travaillez dans votre coin. Et à la fin, vous étiez accepté, vous n'avez pas noté, vous étiez accepté si votre chef-d'œuvre était accepté par vos maîtres. Donc on est en train de retrouver ce passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a, grâce au numérique, dégagé du temps pour permettre aux gens qui apprennent aujourd'hui, quel que soit leur âge, de faire. Et ça, c'est extrêmement important, et notamment quand on est dans une société comme la nôtre, qui a besoin d'innovation permanente, de la petite enfance jusque pendant l'entreprise, la vie dans l'entreprise, on emmène les collaborateurs, on emmène les étudiants sur du faire, et bien je pense qu'on sera
de plus en plus innovants. Et les maîtres d'aujourd'hui, donc les enseignants, ils sont prêts à changer. Vous dites qu'il faut arrêter de suivre le dogme de l'enseignant permanent. Alors le dogme de l'enseignant permanent, c'est parce que tous les exercices d'accréditation que nous faisons tous, on nous dit combien de professeurs permanents vous avez. Je veux bien, moi, dans une France ou dans des pays du 19e ou du début du 20e siècle, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre face à mes étudiants les meilleurs au monde. Les meilleurs au monde, il n'a peut-être pas envie d'avoir un CDI français. Et peut-être que le meilleur enseignant au monde, il a envie de travailler pour plusieurs écoles dans le monde. Et donc j'interroge la flexibilité, la circulation de ces compétences et de savoir comment on peut les intégrer dans nos écoles. Permettez-moi un exemple qui parfois fait sourire. Allez-y, Bernard Beltente. C'est celui du Cirque du Soleil. Meilleur cirque du monde. C'est extraordinaire. Est-ce que vous croyez que ces artistes sont permanents? Non. Par contre, là où il garantit qu'il a les meilleurs au même moment. Et ces artistes viennent, travaillent un moment avec eux, repartent pour mieux revenir après. Il y a donc un enrichissement, une sorte de pollinisation croisée. Peut-être faut-il imaginer demain que nos enseignants soient capables d'aller travailler, en plus avec le distanciel c'est facile, avec une université en Colombie, une université en Chine, pour revenir chez nous, puis vous voyez, c'est ça qui va faire que demain, les étudiants qui viendront dans nos écoles seront au contact de toutes les réalités de la diversité du monde. Eh bien, merci beaucoup Bernard Beltente. Effectivement, beaucoup d'images pour envisager ce futur de l'enseignant. Mais c'est très bien. Merci beaucoup Bernard Beltente. Merci.